santé centrée sur le patient vers un nouveau paradigme de la prise en charge en Haïti. Merci à vous qui vous êtes déplacés pour être avec nous ce matin. Merci de nous avoir accompagnés de cette aventure. Je suis Léger Noël, étudiante en DCEM2, et je suis accompagnée de Kelly Garçon, étudiant en DCEM3. Bonjour. Bonjour. Ce matin, nous sommes réunis pour perdurer une tradition au sein de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Et c'est à cœur joie que nous nous accueillons ici. Des heures, des journées, des nuits et d'énormes sacrifices ont été consentis pour nous accueillir ce matin et vous concocter un cocktail bien intéressant, fait de conférences, d'ateliers, de panels de discussion, mais également de réflexion sur la santé en Haïti. Cette année, nous avons un thème qui est strictement lié à l'éthique et c'est ce qui fait l'essence des facultés de médecine à travers le monde. C'est que le médecin, il doit se comporter d'une manière autre que d'autres professionnels, pas seulement le médecin, mais les personnels de santé. Le professeur Yves de Restal aimait à dire que le médecin doit cesser d'être médecin pour être médecin, et c'est la seule façon d'être un bon médecin. C'est-à-dire, le médecin doit se trouver dans la peau du patient, le médecin doit se placer, et comme je le dis, dans la peau du patient, et trouver une thérapeutique adéquate et soigner le patient en se centrant précisément sur le malade et non sur sa maladie. Parce que ça pose problème lorsqu'on nous centre sur la maladie et non sur le malade. Donc, ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. L'université, comme le creuset du savoir, elle a perduré. L'université, comme gardienne de la morale, comme gardienne de savoir scientifique, elle a pour produire. Nous sommes venus à l'université pour apprendre pour diffuser. Diffuser pour produire et produire pour servir la collectivité. C'est la fonction, la relation harmonieuse de l'université. Et c'est bien pour cette raison que la faculté de médecine, le campus des sciences de la santé, tient compte de cette fonction noble et continue à perdurer les journées scientifiques. Déjà, merci de nous avoir parlé. Et là maintenant, nous demandons à M. Willy Rambo de nous rejoindre de cette propos de bienvenue. Bienvenue à cette première journée scientifique du campus des sciences de la santé. Un événement d'une importance capitale qui marquera une étape décisive dans la recherche d'un nouveau paradigme dans la prise en charge en Haïti. C'est avec une immense joie et un profond enthousiasme que je vous accueille tous ici aujourd'hui. Le thème de cette journée, des soins de santé centrés sur le patient vers un nouveau paradigme dans la prise en charge en Haïti, reflète notre détermination à placer l'humain au cœur de notre pratique médicale. Nous croyons fermement que la santé est un droit fondamental pour chaque individu. Et il est de notre devoir de fournir des soins de qualité, accessibles et respectueux à tous les Haïtiens. Nous sommes conscients des défis auxquels notre système de santé est confronté. Mais nous sommes également convaincus que ces défis peuvent être surmontés grâce à notre engagement collectif et à notre désir de changement. Cette première journée scientifique est une occasion exceptionnelle de partager nos connaissances, d'explorer de nouvelles perspectives et de nouer des collaborations qui renforceront notre capacité à améliorer des soins de santé en Haïti. Les étudiants qui sont parmi nous aujourd'hui représentent l'avenir de la médecine en Haïti. Vous êtes la prochaine génération de professionnels de la santé et nous comptons sur vous pour être les agents du changement et les porteurs d'espoir. Profitez de cette journée pour apprendre, interagir et échanger avec les experts présents ici
car c'est l'ensemble que nous bâtirons un avenir meilleur pour la santé de notre nation. Nous sommes également honorés de compter parmi nous des chercheurs, des praticiens et des leaders de la santé qui ont apporté leur contribution précieuse à cette journée scientifique. Vos travaux et votre expertise joueront un rôle essentiel dans la définition de ce nouveau paradigme de prise en charge des soins centrés sur le patient. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les organisateurs de cet événement, ainsi qu'envers tous les partenaires et sponsors qui ont rendu possible cette journée scientifique. Votre soutien indéfectible a été déterminant dans la concrétisation de cette vision commune. Alors, mes amis, mes invités, que cette première journée scientifique soit une source d'inspiration, d'apprentissage et de partage culturel. Que nos discussions et nos réflexions ouvrent la voie à un avenir où les soins de santé en Haïti seront véritablement centrés sur le patient, en point de compassion, d'équité et d'excellence. Je vous souhaite à tous une journée mémorable et pleine de découvertes enrichissantes. Merci de votre présence et de votre engagement envers cette noble cause. Ensemble, nous construirons un avenir plus lumineux pour la santé de notre nation. Merci. Le sujet de notre deuxième présentation ce matin est cohorte observationnelle sur les maladies cardiovasculaires en Haïti, suivie au Centre Gestio depuis mars 2019. Pour les Centres Gestio, nous avons avec nous ce matin M. Rodney Chifra, qui est médecin diplômé de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Il est spécialisé en médecine interne. Passionné par les maladies cardiovasculaires, il a intégré les Centres Gestio en 2020 en tant que médecin-chercheur et aujourd'hui, il est le coordonnateur de l'étude sur les maladies cardiovasculaires. Il est intéressé par le développement des maladies cardiovasculaires en Haïti. Monsieur Chifra, merci de nous rejoindre. Je suis content pour partager avec vous nos expériences, les expériences en recherche qu'on a eues au Centre Gestio. C'est plus précisément concernant les maladies cardiovasculaires. Alors, j'ai proposé ce plan et c'est concernant l'étude de cohorte, c'est-à-dire une population d'individus construits au Centre Gestio depuis 2019 et ça concerne plus précisément les maladies cardiovasculaires. Alors, en termes d'importance des maladies cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires représentent actuellement la principale cause de mortalité et de réduction de la qualité de vie à l'échelle mondiale. Et ces maladies constituent un lourd fardeau pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Si vous le voyez sur le schéma au bas du diapositive, et ça estime la mortalité des maladies cardiovasculaires de 2009 à 2019. On voit en orange, marron si l'on peut dire, la mortalité par les maladies cardiovasculaires a augmenté de plus de 15% dans des pays, c'est surtout les pays de la Caraïbe, de l'Amérique latine et d'Afrique. Et on a vu également que environ 70% des événements cardiovasculaires seraient évitables dans ces pays et la majorité de ces événements cardiovasculaires sont attribuables à l'hypertension artérielle. Donc, je viens de vous parler à l'échelle mondiale, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en Haïti? Il faut dire qu'on n'a pas véritablement de données sur ce qui se passe en Haïti. Mais Haïti également,
on a pu faire des estimations suivant des modèles en fonction des chiffres disponibles dans les pays à faible revenu. Et comme vous le voyez sur le schéma, la mortalité en 2019 par les maladies cardiovasculaires estimées suivant des modélisations est de 27%. Contrairement au VIH qui est de 5,6%. C'est-à-dire les maladies cardiovasculaires prédominent le tableau en termes de mortalité et c'est ainsi qu'on dit que on assiste actuellement à une transition épidémiologique où les maladies cardiovasculaires surpassent nettement le VIH. Nous disons un grand merci à M. Rodney Suffra pour l'intervention. Il a fait une étude de cohorte observationnelle sur les maladies cardiovasculaires en Haïti suivie au centre GESCIO depuis mars 2019. On vous fait un résumé. Donc, il a parlé de la principale cause de mortalité en Haïti qui se situe chez les jeunes, qui augmente de près de 15%, donc surtout dans la Caraïbe, et dont le facteur de risque le plus associé est l'hypertension artérielle. Il a beaucoup insisté là-dessus. Ensuite, il a parlé du rôle de la recherche donc pour une nouvelle prise en charge des patients. Et également, l'objectif de son étude était de mesurer la prévalence des maladies cardiovasculaires et également de déterminer l'incidence des facteurs de risque, dont le HTA. Pour hypothèse, il y a un lien entre l'HTA, surtout chez les jeunes, et les maladies cardiovasculaires, et également un lien avec les déterminants sociaux tels que le stress, l'isolement et également la plombémie. Donc, comme trouvaille, il n'y a pas eu de lien entre le stress et également l'HTA. Je suis Neissa Demorsi et j'ai avec moi Raphaël Kevin. Nous allons vous présenter notre travail de recherche sur la prise en charge et l'évolution post-opératoire des traumatismes du côlon pénétrant au service de chirurgie de la CHUEH. Ok, donc notre objectif principal, c'était d'évaluer les techniques de prise en charge et les complications post-opératoires des traumatismes coliques pénétrants au service de chirurgie. Et puis, entre autres, nous avons eu des objectifs secondaires comme identifier des facteurs influençant la prise en charge des traumas coliques et par la même occasion aider les chirurgiens dans leur prise de décision. Donc, l'importance de notre travail se base sur le fait que le côlon demeure et reste le deuxième organe le plus lésé derrière l'intestin grêle dans les traumas pénétrants au niveau de l'abdomen et que jusqu'à date, malgré les avancées dans les techniques opératoires, le taux de mortalité des traumatismes coliques est toujours de 3% et le taux de septicémie abdominale est à environ 20%. Et ces chiffres avoisinent ceux des pays développés en voie de développement. Donc, je vous laisse imaginer pour un pays sous-développé comme Haïti commencer. Pour notre revue de la littérature, donc la philosophie de la prise en charge des traumatismes du côlon est en constante évolution et est très controversée. Donc, jusqu'à date, les chirurgiens ne s'entendent pas sur une prise en charge unique pour les traumas coliques. À cause de plusieurs facteurs, surtout le contenu du côlon qui est hautement septique. Maintenant, nous avons pu dégager les mouvements forts de cette littérature. Ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale avec Ogilvie, un médecin britannique qui eut à prôner la colostomie comme le meilleur choix pour la prise en charge colique. Donc à l'époque, c'était soit faire une colostomie ou subir des répercussions légales. Ensuite, quelques années plus tard, avec les travaux de Woodall et Hockner, on a pu démontrer que la réparation est autant bénéfique qu'une dérivation. Et après, les travaux de Stone et Fabien vont montrer que la réparation primaire est nettement bénéfique par rapport aux dérivations ou encore aux colostomies. Et ces travaux-là vont inspirer les recommandations que nous avons aujourd'hui, par exemple ceux de l'Eastern Association for the Surgery of Trauma, qui va préconiser la résection primaire, bien qu'il va établir des critères pour le choix de prise en charge entre la réparation primaire et la colostomie. Donc, venons en Haïti maintenant. Donc, bien que ces associations préconisent la réparation primaire, nous avons pu remarquer durant nos stages de la 3e année jusqu'à la 5e année que la colostomie était nettement répétée au service de chirurgie par rapport à la réparation primaire. Donc, ça a suscité l'interrogation et donc
On a voulu savoir à quelle fréquence est réalisée la réparation primaire, la résection anastomose, la colostomie. Est-ce qu'effectivement la colostomie est en nette prédominance par rapport à la réparation primaire? Donc, tout d'abord, on va présenter les résultats de l'analyse descriptive. Donc, notre population était une population assez jeune, dont l'âge moyen était de 32,37 ans, avec un sexe ratio de 3 hommes pour une femme. Maintenant, pour les motifs, on avait les plaies abdominales en premier, 77%, les plaies multiples avec une composante colique, 17%, et les plaies thoraco-abdominales à 7%. Pour les causes, mécanisme de survenue, les armes à feu étaient la première cause de traumatisme pénétrant du côlon avec 57% des cas, et les armes blanches, 43% des cas. Concernant la localisation, le côlon ascendant était la partie la plus touchée chez nos patients, suivi du côlon ascendant, puis du côlon sigmoïde et du côlon transverse. Maintenant, comme Demoiselle l'avait dit, on avait eu comme critère de jugement le colon injury score. Donc, on a pu trouver que 15% de nos patients environ étaient de grade 1, donc inférieur à 50% de lacération. 32,7% en grade 2, encore une fois inférieur à 50% de lacération. Et 52% pour le grade 3, donc supérieur à 50% de lacération dans la circonférence colique. Maintenant, l'intervention chirurgicale la plus réalisée à l'hôpital, donc c'était la colostomie dans 79% des cas, suivi de la suture primaire, encore réparation primaire dans 20% des cas, puis de la résection anastomose dans 2% des cas. Donc, à travers notre algorithme de prise en charge, il a été possible de démontrer que naturellement, la colostomie, c'est le meilleur moyen de prise en charge pour tous les traumas coliques destructeurs, donc plus de 50% de la circonférence. Cependant, nous avons remarqué que pour les traumatismes non destructeurs, la colostomie était plus sujette à la survenue de complications par rapport à la réparation primaire, alors que 60% des interventions chirurgicales pour les traumatismes non destructeurs étaient des colostomies. Ensuite, nous avons remarqué que les patients ayant un nombre de globules rouges et un taux d'hémoglobine abaissé en préopératoire avaient besoin d'une attention soutenue dans leur prise en charge globale. Donc, ce qui nous a interpellé dans notre étude, c'était surtout la nette préférence de la colostomie par rapport à la réparation primaire, et donc ce qui va sans doute ouvrir des portes pour de nouvelles recherches, car il y a plein de questions qui tardent à trouver des réponses. Par exemple, est-ce dû, alors la prise de décision, est-ce dû aux 6 heures de temps nettement dépassées entre la survenue du trauma et l'entrée du patient en salle d'opération? Est-ce dû à la formation du chirurgien au service de chirurgie de la chirurgie? Est-ce dû aux conditions sanitaires au niveau de la salle d'opération, bien post-op, ou encore est-ce dû à la non-compliance du malade face à sa médication? Donc, cet ensemble de questions va certainement nous pousser à prodiguer des recommandations envers le ministère. Donc, normalement, mettre des infrastructures en place pour faciliter l'accès aux soins hospitaliers et ensuite éduquer la population sur la conduite à tenir devant ces situations, ou encore envers l'administration de l'hôpital, donc une rénovation adéquate et un entretien continu du service de chirurgie, et pourquoi pas envers la population en général. Donc, normalement, le patient doit savoir qu'il doit être compliant face à sa médication. Après les présentations orales des travaux de recherche, là maintenant nous aurons un panel de discussion. Pour le panel, nous aurons Maître Darlene Blaise, Dr Giovanna Salomé et Dr Judith Exantus. Comme modératrice, nous aurons Pouchni Blanc, étudiante en médecine et en droit. Ce panel aura comme thème les soins centrés sur le patient au regard des sciences humaines. Nous vous rappelons que le thème des journées scientifiques de cette année, c'est des soins centrés sur le patient vers un nouveau paradigme dans la prise en charge en Haïti. Donc ce panel va se centrer sur les domaines de la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et le droit, et s'enchaîne dans les 3 axes de réflexion: le droit du patient, les finalités et les moyens de la médecine, et aussi le consentement et la dignité du patient. La maladie comme la santé dépendent de facteurs aussi intrinsèques qu'extrinsèques. Toute alternative thérapeutique doit prendre en compte les différentes composantes du patient afin de parvenir à une meilleure prise en charge. De cette approche totalitaire, multidimensionnelle et inclusive du patient et de sa maladie découle une perspective de bien-être physique, moral et environnemental de la part de l'équipe soignante pour son patient. À cette issue, le concept des soins centrés sur le patient
ouvre un nouvel horizon sur une prise en charge participative, adaptée et individualisée du patient et de sa maladie. Le docteur Iran McQuarney décrit les soins centrés sur le patient comme le fait pour le professionnel de santé d'entrer dans l'univers du patient pour voir la maladie de la perspective de celui-ci. Ces soins sont donc étroitement liés aux désirs, aux besoins, aux références du patient et doivent y répondre. De jour en jour, le modèle paternaliste s'éclipse pour faire face à une approche personnalisée qui prend en compte la vision du patient et de sa maladie. Son objectif dans la prise en charge, mais surtout qui prend en compte le statut socio-économique et culturel du patient, ses croyances, ses convictions, ainsi que ses désirs et ses besoins. Il s'agit là d'un ensemble de négociations dirigées et orientées dans le sens du bien-être même du patient, pris avec lui et pour lui. Mettre le patient au centre de sa prise en charge a des bienfaits multiples. Cela garantit non seulement la liberté et les droits du patient, mais permettre une meilleure coopération et avoir de meilleurs résultats. Le système de santé haïtien fait face à de nombreux défis, les uns plus importants que les autres. Parler de soins centrés sur le patient dans le contexte de notre situation actuelle est un défi majeur, mais c'est aussi une problématique centrale. D'un point de vue individuel, il s'agit de comprendre la réalité du patient, son environnement et ses besoins immédiats, et sur le long terme afin d'adapter la prise en charge à sa convenance. Il s'agit d'établir aussi et d'essayer d'analyser le fossé qui existe entre le patient et le médecin. De ce fossé, on aura deux extrêmes. Soit le patient ne comprenant pas, ne coopère pas avec le soignant, soit le patient obéit tout et ce même à ceux qu'il ne comprend pas. En outre, le problème d'accessibilité à des services de santé de qualité, équitables et adaptés à toutes les couches sociales de la population en incluant leur vécu, leurs aspirations, se révèle être un souci sur lequel se pencher car l'accès aux soins est la base. Les soins centrés sur le patient renvoient à leurs droit de bénéficier d'une bonne prise en charge, droit d'être intégré dans la dynamique thérapeutique, droit de consentir ou non à des procédures et de voir ce consentement respecté, droit d'être éclairé, soutenu et compris, droit d'être éduqué, que ce soit pour prévenir, pour guérir ou pour vivre avec une pathologie, droit d'être traité avec dignité, empathie, professionnalisme, à Pétionville ou à Petit-Trou-Denis. Il s'agit de comprendre les mythes et réalités du terroir, de joindre notre histoire, notre culture et notre savoir à celui du patient afin de le soigner au mieux. C'est vers ce paradigme que nous devons nous tourner aujourd'hui et le travail aussi que l'on soit satire demande la participation de tous. Ce matin, à travers ce panel, nous allons discuter des soins centrés sur le patient. C'est une nouvelle approche qui a été prise en compte par rapport aux différentes perspectives de prise en charge thérapeutique dans les soins vers le patient. Pourquoi cette nouvelle approche? Cette nouvelle approche est venue du fait que, avant, avec le modèle paternaliste, le médecin exposait et le patient obéissait. Et le patient obéissait surtout à des choses qu'il ne comprenait pas. Et ceci a engendré de mauvais résultats dans la prise en charge de ce patient. Un patient qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, un patient qui n'est pas impliqué dans sa prise en charge ne peut pas mener à bien une thérapie. Tout à l'heure, dans l'exposé que nous avons eu avant, les docteurs Raphaël et docteur Demorcy ont parlé de ça. Donc, ce matin, nous allons parler surtout des soins centrés vers le patient. Comment est-ce que le médecin, ou du moins le personnel soignant, peut impliquer le patient dans sa thérapeutique? Comment est-ce que le personnel soignant peut permettre à ce que le patient participe activement dans sa prise en charge? Comment est-ce qu'on lui explique? Comment est-ce qu'on l'écoute? Et comment est-ce que lui-même aussi, il comprend sa maladie? De par notre culture, de par notre vécu et de par aussi nos aspirations et nos croyances. D'abord, je remercie le comité scientifique qui m'a invité. Ensuite, spécialement aussi le docteur Exantus. Alors, je vous souhaite une bonne audition et une bonne participation. Alors, dans le cadre de ma présentation, ce sera un résumé des relations que doivent entretenir le patient et les professionnels de la santé. Alors, en quelque sorte, je vais présenter tout ce qui devrait être, mais pas ce qui est en réalité, puisqu'on a centré la présentation sur les activités en Haïti. Par rapport aux patients, il y a lieu de tenir compte
la situation, la position du patient dans la chaîne médicale. Alors, on peut comprendre que le patient peut se trouver à la clinique, à l'hôpital, soit l'hôpital public ou privé, ou l'hôpital militaire, ce que dit la loi haïtienne. Ensuite, il y a un milieu de travail, et puis il y a les nouvelles technologies en ligne, télémédecine et télésanté. Ensuite, il y a eu aussi, avant tout débat, de tenir compte des dispositions qui régissent l'activité médicale. Parmi ces dispositions-là, on a le système interne, puisqu'on est centré sur l'activité en Haïti. Il y a la Constitution en elle-même qui reconnaît le droit à la santé et un ensemble d'autres dispositions qui ont un rapport à l'activité médicale, que nous verrons plus tard. Ensuite, il y a le décret loi du 10 juin 1940 qui régit l'activité médicale et de tous les professionnels, qui parle de tous les professionnels de la santé, en termes d'accès, fonctionnement, gestion, etc. Il y a aussi, en termes de dispositions, nous avons les circulaires, les mémorandums, les règlements qui sont émises parfois par l'administration, par le ministère de la Santé publique ou même le gouvernement, comme par exemple dans le cas du corona. Ça concerne la santé, mais c'est le gouvernement qui sort une note qui a un rapport avec la santé. Ensuite, nous avons aussi le code civil haïtien, le code pénal, le décret sur le blanchiment, la corruption, tout ça aussi concerne à un niveau ou à un autre, si ce n'est pas purement la santé, mais la gestion, le fonctionnement, et les relations, l'administration médicale, tout ça, ce sont des dispositions. Ensuite, nous avons au point de vue international les règlements, les normes de l'Organisation mondiale de la santé, l'OPS, l'UNESCO, puisqu'on parle d'éducation et par rapport aux patients, il y a les règles de l'IOMS, du CICR, du CIB, qui est le Comité international de bioéthique. Ensuite, il y a d'autres sources officieuses, l'Association mondiale médicale, la MDM. Ensuite, il y a les conventions signées par Haïti, les accords, les traités, les déclarations. Ensuite, le Code de Nuremberg qui intéresse la recherche, qu'on utilise comme base par rapport aux attitudes qu'il faut avoir, aux postures qu'il faut avoir dans le domaine de la recherche. Il y a le système européen, le système interaméricain aussi qu'il faut considérer en cas de litige où les patients peuvent avoir recours à ces différents systèmes. Alors, pendant l'exercice de la profession médicale, il s'agit de parler de l'acte médical, il s'agit de parler de l'activité médicale. L'acte médical en termes de soins, de traitements à donner. L'activité médicale, c'est en termes de structure, gestion des structures, gestion des médicaments par exemple, ou bien des appareils médicaux aussi, qui rendent un de compte par rapport à l'interaction qu'il y a entre le professionnel de la santé et le patient. Alors, parmi les droits du patient, on retrouve son droit à une personne de confiance, le droit au secret médical, le droit à l'information, le droit de consentir ou de refuser un soin, le droit de choisir son praticien, le droit de ne pas souffrir et le droit d'accès au dossier médical. C'est autant de points que je soulève à votre attention pour que vous ayez une idée plus ou moins complète de l'ensemble d'interactions où vous interagissez avec les patients, mais il y a une question de relevabilité par rapport aux relations que vous entretenez. Mais de ces différents droits, il y en a 3 à retenir. Celui de l'information, le consentement, le secret médical, faisant peser sur les professionnels de santé des obligations relevant tout certaines, pas toujours de la médecine, mais qui concernent la médecine. Pour finir, je voulais ajouter, en plus des droits, à des droits s'attachent aussi des devoirs. Alors, le médecin donc un droit d'exiger le paiement de ses honoraires dès l'achèvement des soins, sans que le malade puisse prétendre différer ce règlement jusqu'à remise de quelconque document. Le devoir du médecin de fournir à son client des explications sur sa note d'honoraires. Cela dit, ce devoir d'information n'autorise pas le retard dans le paiement dès que le montant des honoraires n'est pas contesté.
Mais la situation en Haïti, contrairement à dans la plupart des pays, le principe d'un temps entre le médecin et le malade n'existe presque plus, et où le montant des honoraires est préétabli dans un système conventionnel. En Haïti, c'est le principe contraire qui privé. Merci pour votre attention. Bon, merci pour l'invitation. C'était une belle introduction, je trouve, celle qui a ouvert la science, où il y avait plein d'éléments assez riches que je vais un peu essayer de reprendre. Donc, aujourd'hui, je vais très rapidement vous donner quelques éléments du côté de l'anthropologie sociale et culturelle, pour enrichir un petit peu ce débat autour des soins centrés sur le patient. Donc, ça va être un peu rapide, mais je vais essayer de vous apporter des éléments qui pourraient peut-être nous aider dans le débat ou un peu éclaircir quelle est la contribution de l'anthropologie par rapport à ce nouveau approche dont on parlait justement dans l'introduction. D'accord? Bon, pensez à un cours d'anthropologie dans la faculté, mais juste pour me restituer très rapidement, donc l'anthropologie, c'est cette science humaine, sociale, qui place la culture au centre de toute expérience humaine, donc aussi la maladie, l'expérience de maladie, elle aussi est une expérience qui est culturellement construite, vécue, traitée. Donc, bien sûr, la maladie est un peu universelle, nous d'accord sur ça, mais la manière dont elle est expérimentée et les modalités aussi de soins qui peuvent être proposés peuvent différer selon les sociétés et donc sont liés à des systèmes culturels, sociaux, de croyances et de représentation déterminée. Et c'est en quelque sorte de ce point de vue que l'anthropologie travaille sur ce type de questions. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter, je dirais, deux éléments théoriques en provenance de l'anthropologie qui, à mon sens, ont contribué dans la construction de ce nouveau approche. Une serait ce qu'on appelle l'illness narrative, d'accord? Il a aidé à retravailler la notion de maladie, ce type d'approche-là. Et le deuxième, c'est les modèles explicatifs, d'accord? En quoi il a aidé? Il a aidé à remettre en discussion, si vous voulez, le rapport entre médecins et patients, le rapport thérapeutique et un peu à déconstruire les statuts et les rôles. On parlait d'une approche paternaliste, disons ces rôles qui étaient des rôles assez figés, d'accord, où on ne se remettait pas en discussion, en particulier le soignant, d'accord? Et ma question elle est rapide, mais comme ça j'ai le corps, après c'était juste, j'avais un peu retracé comment on est arrivé à constituer l'anthropologie de la santé comme un champ d'intervention à part entière, parce que c'est quelque chose qui est un peu un cas d'innaissance dans la manière dont je vous la présente aujourd'hui. Mais donc, avant, les anthropologues travaillaient beaucoup sur les médecines dites primitives. Ça veut dire des systèmes de santé, des modèles thérapeutiques qui n'étaient pas ce que vous étudiez ici et que l'anthropologie est appelée la médecine occidentale ou bien la biomédecine. Donc les anthropologues travaillaient beaucoup sur des médecines traditionnelles, etc. D'accord? Au tout début. Et donc, l'anthropologie de la santé telle qu'elle est, elle vient d'études de ce type-là, d'études qui étaient beaucoup développées dans les années 30-40, où on avait vu des travaux sur la personnalité, et en fait, il y en avait des psychologues et des psychiatres qui ont commencé à collaborer, et puis grâce aussi à l'expansion de programmes internationaux de santé publique, un peu en général après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec tous ces travaux et ces réflexions et les théories qui ont été créées grâce à ces traditions scientifiques, on arrive à créer encore plus de connaissances, d'accord, qui permet aux anthropologues de commencer vraiment à réfléchir en champ d'intervention à part entière, qui est l'anthropologie de la santé, et qui retravaille, comme je disais tout à l'heure, les notions de maladie, de santé, de parcours thérapeutique, le rôle du patient, le rôle du médecin, les modèles thérapeutiques, etc. D'accord? Pour moi, le message plus important que j'ai à cœur, vraiment, aujourd'hui, c'est là que je veux vous laisser, c'est que ces soins centrés sur le patient sont fondamentales. C'est un nouveau approche qui doit être parcouru et tenu en compte, mais pour moi, ce que vous devez tenir en compte, c'est la relation entre vous et le patient, avec ce que le patient vous apporte, son entourage, sa famille, sans préjugés, et avec une sensibilité accrue, d'accord? Parce que c'est ça qui pourra vous porter, tenir en compte ce qu'il naisse, tenir en compte son modèle explicatif et celui-là de son entourage qui participe à construire
construire le processus thérapeutique et la notion de maladie. D'accord. Je ne sais pas si tout est clair, j'espère que oui, et s'il y a des questions, disponibles. D'accord, merci beaucoup. Je remercie déjà Maître Darlene Blaise et Dr. Giovanna Salomé, et j'ai beaucoup appris au fait de leurs interventions. Et ceux qui sont déjà passés avec moi en stage, je voudrais bien avoir votre évaluation. Votre évaluation dans le sens, est-ce que vous pensez qu'au service de pédiatrie, les professeurs, les moniteurs de stage, dont moi-même, nous faisons vraiment tout ce qui est possible pour offrir des soins centrés sur le patient? Parce qu'à écouter ces deux présentations, d'accord, j'étais en pleine réflexion et en pleine auto-évaluation. Donc, je voudrais que vous fassiez la même chose, que ce soit évaluer vos moniteurs, vous nous donnez votre retour et en même temps, vous vous évaluez vous-même. Parce que vous êtes déjà dans le milieu hospitalier à faire des stages, à parler aux patients, à imaginer, à construire des plans de traitement, etc. pour le patient. Donc, je reviendrai sur plusieurs points. On va essayer par Maître Darlene Blaise, d'accord? Et faites bien attention, elle fait partie du comité d'éthique nationale. Donc, donc avec sa présentation et entendre parler de la responsabilité pénale, la responsabilité civile et surtout ce que mes aînés, ce que j'ai vu faire et que je voudrais éliminer de la pratique médicale. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne détenons pas le savoir et surtout nous ne pouvons pas tout décider pour le patient. D'accord? Le patient doit faire partie de sa prise en charge. Et pour nous en pédiatrie, la famille doit aussi s'impliquer. Et ensemble avec eux, nous pouvons vraiment gagner. Donc il y a par exemple ces jours-ci l'épidémie light de glomérulonéphrite post-infectieuse. Je suis obligée de ramener ça à mon domaine pour que je sois beaucoup plus à l'aise, d'accord? Nous savons qu'il y a des parents qui interprètent ça sur le plan en propos par rapport à la culture haïtienne, à toutes nos croyances, à notre folklore. C'est manger et manger tout le monde. Si le monde n'a pas qu'à enfler, si l'enfler, c'est un mauvais lait, son mauvais poudre de pénétrer pour parents et puis c'est lui-même qui prend, d'accord? Si le monde n'a pas qu'à piquer sang, si le monde n'a pas qu'à respirer, par exemple. Donc, de mon temps, en tant que résidente à l'hôpital général, on ne parle pas en côté n'a dit tout ça. Bon, monsieur, c'est soit vous venez d'eau, soit vous allez quelque boko. Là, nous n'avons pas un boule cristal nous-mêmes dans l'hôpital général. Dis-nous ça, tu nous as gagné. Je vous le dis, je suis sincère, c'était ça mon discours. C'est ça que j'avais appris, c'est ce que j'avais vu faire, d'accord? Mais nous, là, nous devons renverser la donne, changer vraiment de pratique, d'accord? Inclure à la fois leurs croyances, la façon, comme le professeur Salomé, la professeure Salomé vous l'a dit, comment les patients, les parents construisent tout ce qu'ils viennent vous raconter. Il y a beaucoup de sens quand les parents vous disent que l'enfant a pipi couleur tamarin. Moi, je ne parle plus de Coca-Cola, de Warm ou autre. Le tamarin est tellement local et les gens prennent beaucoup de jus de tamarin maintenant. Nous, quand on était petits, on était comme manger tamarin. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à construire cette relation avec le patient, avec donc, les parents pour nous en pédiatrie, mais même chez les adultes aussi. Et c'est important, d'accord? Et ainsi les impliquer. Une autre chose aussi, sur le plan éthique, on n'avait pas du tout raison. Un patient qui n'accepte pas les soins, eh bien, allez, nous ne pas recevoir l'hôpital encore. Nous cherchons l'autre hôpital. C'était ça notre discours. Et il y a encore des médecins, des pédiatres qui le disent jusqu'à présent. Nous n'avons pas ce droit, d'accord, de refuser des soins, ou parce que les parents n'ont pas bien compris le problème du patient et veulent mettre une coloration locale, d'accord, de ces faits à faire, bien que souvent vous m'entendez dire, bon oui, il n'y a pas besoin d'un hôpital, il n'y a pas besoin d'un docteur, il n'y a pas besoin d'un médicament, il n'y a pas besoin d'un laboratoire, de toute façon c'est fait à faire. Donc c'est peut-être ça responsable payant, pas dans l'hôpital. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est responsable, d'accord? Mais malgré tout,
il nous faut faire une marche arrière, se mettre dans la peau de ces jeunes, essayons de voir comment les convaincre, comment expliquer avec un langage qu'ils puissent comprendre ce que l'enfant a, mais surtout par rapport à la responsabilité pénale et civile, nous n'avons pas le droit de refuser un tel patient s'il revient au centre, s'il revient à votre cabinet. Et il y a des parents qui vont aller voir dehors, ils font sortir, mais ils vous disent donc, vous mettez dans le médicament, mais ils font sortir, ils vont regarder. Et nous disions aussi avant, non, de pour aller ou aller net, nous ne pas de médicament. Donc, toutes ces réflexions doivent nous porter à changer de comportement, à vraiment faire partie, pas seulement sur le papier, la prescription médicale, à faire partie, à inclure, à intégrer les parents et le patient dans leur prise en charge et leur dire, bon, on ne peut pas empêcher d'aller au rideau, on ne peut pas empêcher de faire mettre feu, d'accord? Mais il faut faire pas non tout, depuis que le pape contrarié. Moi, j'ai adopté, mon ami, la professeure Salomé le sait, petite infusion, poireau, petit lime, petit citron, petit persil, mettons petit miel si tu n'es pas capable, en citron, car il y a tout petit monde qui a un problème poussé. Depuis que je n'ai pas besoin d'antibiotiques, oui, je l'ai expérimenté, ça donne des résultats. Donc, dans notre médecine traditionnelle, nous avons plein de choses que nous pouvons exploiter avec les parents. Qu'autrefois, nous étions juste rejetés. Ah, madame, c'est un docteur, venez. Ça va passer là, ok? Soit fait par là, mais pas mélanger. Non. Maintenant, nous devons essayer le plus que possible, oui, de faire l'inclusion, d'accord, pour voir au mieux comment donner des soins centrés sur le patient. Et j'aime bien ta dernière phrase disant que la relation patient-médecin, vraiment, c'est tout ça qui doit être centré, ne pas avoir seulement les soins, parce que finalement, on va se perdre. Donc, j'espère que je me suis dégagée du territoire. Maintenant, nous voulons vous inviter aux différentes salles de présentation. Bon, pour visiter les différentes salles de présentation, il y aura une salle de dépistage VIH, hépatite et groupe sanguin. Il y aura un atelier sur la santé sexuelle, donc il y aura une autre salle pour la santé sexuelle, des consultations ophtalmologiques, une salle d'anatomie, une salle de nutrition, une salle de psychiatrie et une salle de vie étudiante. Donc c'est le moment de passer visiter les salles. Donc on vous encourage à échanger vos données, vos connaissances dans les différentes salles et également à assister aux différentes conférences. de constitution VIH. Vous savez que lorsqu'on vient d'attraper le VIH, on va avoir des signes. Il y a presque en 50 à 80% des personnes qui ont présenté des signes et puis l'infection VIH, par exemple la fièvre, la fatigue, ce sont des signes qui ne sont pas
par contre, le modèle c'est extrêmement flagrant. Maintenant, si une personne présente des signes d'infection et de VIH, par exemple, la personne a des rationalisme, et pas tout ce qui donne l'infection et cette personne est dans une phase la personne qui est d'attraper le VIH, on ne met pas sur le on diffère l'après, on lui donne rendez-vous dans 4 semaines pour faire le test, avant de savoir s'il doit passer dans la saturation. Bon, si la personne a des allergies ou des psychiatriques, c'est normal, donc on le place là sur la fin. Mais comment on donne la fin? Il y a 2 outils. Il y a une que pour la traite continue. Il y a une que pour la traite à la demande. Pour savoir si on doit prendre la traite continue ou la traite à la demande, il faut d'abord évaluer le comportement de la personne. Par exemple, si une personne, je ne sais pas, est mariée et son mari vit, par exemple, dans un département à Port-au-Prince, et le mari travaille au CAI, et le mari rentre à Port-au-Prince, parfois, sans prévenir. Donc, quoique le mari n'est pas là, mais si on doit passer cette personne sur la fête, étant donné la personne, la famille va planifier ses relations sexuelles, on doit le placer sur une continue. Je me dis, par exemple, les officiels de sexe, on va les placer sur une continue. Pourquoi? Parce que ça nous travaille. Dès que la relation sexuelle ne peut pas être planifiée par la personne, on doit le mettre sur une continue. Maintenant, comment on fait la traite continue? La personne doit prendre la traite pendant 7 jours. Avant d'avoir la concentration maximale de ce médicament au niveau des tissus. On peut l'avoir pendant 7 jours. Maintenant, c'est à partir du 7e jour qu'on va avoir la protection maximale et on peut rentrer en relation sexuelle sans préservatif. Donc, si on est lundi, la personne doit prendre la lundi, mardi, mercredi, dimanche, et c'est lundi dans une semaine que la personne peut faire ses relations sexuelles sans préservatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la personne a une relation sexuelle jeudi, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas protégée. Ça veut dire tout simplement que la personne n'a pas encore le niveau maximal de protection. D'accord? Maintenant, si la personne veut avoir une relation sexuelle pendant ces 7 jours, elle doit utiliser le préservatif. C'est important. Avant ces jours-là, on doit utiliser le préservatif. Mais après, la personne peut entrer en relation sexuelle sans préservatif et la personne a cette protection. Mais, aussi longtemps que la personne est à risque, la personne doit continuer à prendre la préservatif. C'est peut continuer. Si on n'est plus à risque, si on se sent qu'on n'est plus à risque, on va voir avec le prestataire de service de santé et on va arrêter la PrEP. On prend la PrEP aussi longtemps qu'on est à risque. Contrairement avec les personnes qui sont HIV positives. Parce que le piquant c'est pas. Et la PrEP, c'est aussi longtemps qu'on est à risque. Si la personne est une officielle de sexe, et à décider d'arrêter d'abord, de changer de métier. Est-ce qu'on va garder cette personne sur la PrEP si elle n'a plus de besoin de il y a ça.
nutrition, le commencer à manger, il pas processus de nutrition, mais processus de digestion, il pas commencer directement dans commencer à manger. Parce que depuis qu'on commence à manger, depuis qu'on sent manger, depuis qu'on entend des choses à manger, il parle dans le sens que les gens qui ont surpoids, les gens qui ont obésité, c'est parce que les gens ont un carence chronique en micronutriments qui fait que ça tomber dans ce genre de maladie. Est-ce que vous avez demandé pour qui ça nutrition importante dans la vie? Moi-même, la nutrition a une importance, mais l'importance c'est que les bonnes plaisirs. Moi, j'aime manger. Moi, j'aime manger moi, j'aime boire aussi qui fait plaisir. Sans côté, bon côté lié sur la santé. Nutrition importante pour la santé parce que le pas manger, il y a une répercussion sur la santé. Manger, c'est une bagarre qui fait plus. 2-3 fois par jour, nous mangeons dans la journée. Pourtant que nous pas quelques bagages, nous pas faire toutefois ça pour journée. Et nutrition, c'est relation entre manger. Par exemple, qui ça va manger, c'est quand on parle de ça, par exemple, les grands mots, a dit c'est une façon que nous communiquons avec Paul, c'est à travers manger. Mais il y a manger que nous exposer ensemble avec eux, c'est des aliments ultra transformés qui vont déboucher sur toute maladie que nous, capables de dire que la médecine conventionnelle, parce que j'aime dire tout à l'heure, on fait médecine conventionnelle, on fait 8 ans d'études, etc., on spécialisé dans la nutrition fonctionnelle. Et médecine conventionnelle, il y a un paquet de défis à travers des maladies chroniques que il n'est pas à gérer. Par exemple, si c'est dans 2-3 exemples, côté la médecine conventionnelle, surtout les maladies chroniques qui ont des difficultés, en fonction de multiplicité classe de médicaments anti-hypertenseurs. On a commencé avec un médicament, bon, il y a une complication, il y a augmenté l'ose, il y a ajouté l'autre classe, jusqu'à ce que nous avons plusieurs médicaments d'hypertension. Diabète, un paquet de classes de médicaments, au fur et à mesure, on a c'était metformine qui est bon pour 500 mg une fois par jour, on a augmenté, ajoutons l'autre classe. Question hypertension, question hypercholestérolémie. Côté médicaments, on va l'hypercholestérolémie, c'est les fameuses statines. Et ce qui ça statine fait, il bloque la production de cholestérol directement à travers le foie. Et nous avons besoin de cholestérol dans une ville. Parce que sans cholestérol, il n'y a pas de vie pour les vertébrés, nous même qui sont vertébrés. Hormones sexuelles, c'est à base de cholestérol. Même un médicament qui bloque la production de cholestérol.